Merci, Monsieur le Ministre. Et donc maintenant, je passe la parole à Astrid Panosyan-Bouvet pour terminer ce premier tour de présentation. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un grand plaisir de venir au sein de la Commission des affaires sociales où je retrouve des voix et des visages familiers. Pour le chantre emploi-travail, je vais vous présenter succinctement des éléments du PLFSS, mais aussi quelques éléments concernant le PLF pour que vous puissiez avoir la vision globale de la feuille de route de ce ministère. Nous avons la responsabilité collective de protéger notre modèle social, de le rendre plus efficace et d'en garantir la durabilité. Et la source principale de financement de la sécurité sociale, comme vous le savez, reste les contributions des employeurs et des salariés. C'est donc le travail et l'activité qui financent aujourd'hui la protection sociale. Et aujourd'hui, ils ne suffisent objectivement pas. Personne ne peut se satisfaire que notre modèle social soit aujourd'hui financé par le déficit et par l'emprunt. Il nous faut donc travailler plus et mieux, plus longtemps, en meilleure santé, pour financer nos investissements d'avenir et notre protection sociale. Ministre du Travail et de l'Emploi, mon rôle est d'abord de faire en sorte que notre économie crée des emplois, maintienne des emplois existants. C'est aussi de faire en sorte que ces emplois offrent un travail de qualité, exercé dans de meilleures conditions et reconnu, qu'il soit mieux payé, qu'il participe aussi à la montée en gamme de l'économie française, tout en répondant à ces défis de réindustrialisation et de transition climatique. Donc la priorité est d'abord l'emploi des jeunes, des seniors et de tous ceux qui sont durablement éloignés de l'emploi. C'est pourquoi le premier axe de la politique publique que reflètent les textes budgétaires est le soutien continu aux opérateurs et aux outils efficaces des politiques de l'emploi. Je parle ici côté PLF de France Travail, de l'insertion par l'activité économique dont les moyens sont globalement stables, ou même de l'apprentissage. On pourra avoir cette discussion qui bénéficie encore d'un budget très conséquent par rapport à ces niveaux historiques. Et ce niveau est d'ailleurs au moins équivalent aux mieux-disants européens, je pense aux Allemands et aux Suisses. Mais il s'agit également d'initiatives qui ne relèvent pas simplement de la discussion budgétaire, comme la relance de la négociation chômage, avec le sujet emploi senior et des économies supplémentaires par rapport à l'accord de novembre 2023, suggéré à nouveau par lettre que j'ai écrite aux partenaires sociaux. La relance du dialogue social sera au cœur de ma méthode, comme celle du Premier ministre. Donc, premier axe, vraiment préserver ce qui permet l'accès à l'emploi. Le deuxième axe, c'est le pouvoir d'achat des travailleurs. Il faut que le travail paye et que le SMIC ne soit pas un salaire à vie. Cela semble une évidence, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui, où plus d'un tiers des personnes qui sont au SMIC le sont durablement, voire très durablement. La conjugaison des allègements de cotisations patronales sur les salaires, compris entre 1 et 3,5 SMIC, qui se sont construits depuis des décennies par des gouvernements de gauche et de droite confondus, pour des raisons qui, à l'époque, pouvaient se justifier en raison du chômage de masse, et d'une part, et la forte inflation qui a fait monter rapidement le SMIC d'autre part, a abouti à un phénomène à la fois de trappe à bas salaire, mais également un mécanisme très inflationniste sur les allègements généraux. Dit simplement, le bas des grilles salariales est assez juste au-dessus du SMIC. Augmenter un salarié à ce niveau de rémunération est très coûteux pour un employeur et donc de très nombreux salariés se retrouvent coincés aujourd'hui au SMIC ou juste au-dessus pendant des années. Notre objectif est donc de remettre en route la progression salariale. Pour cela, de nombreux diagnostics, dont le plus récent est celui des économistes Antoine Bozio et Étienne Vasmer, nous révisons les dispositifs d'allègement de cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Pour cela, nous proposons dans le PLFSS de procéder à une baisse très progressive de ces allègements entre 1 et 1,2 SMIC et une hausse des exonérations entre 1,3 et 1,9 SMIC. Cette année, nous proposons donc en particulier une baisse des 2 points sur 40 des exonérations au niveau du SMIC avant 2 points supplémentaires l'année prochaine. Et à la différence du scénario proposé par les deux économistes, nous ne proposons pas de revoir ces exonérations à coût constant, mais de réaliser une économie de 4 milliards par an, qui d'ailleurs sera réaffectée sur la branche maladie pour moitié et sur la branche vieillesse.
Je signale ici que cet effort de 4 milliards d'euros pour les entreprises est à mettre au regard des 80 milliards de coûts des exonérations cette année. Un phénomène inflationniste, je l'ai dit, puisque ces mêmes exonérations représentaient 60 milliards en 2021. À ce sujet, j'entends les craintes des entreprises sur le coût du travail. Et c'est pour ça qu'à la différence de Bozio-Wasmer, nous proposons de maintenir les exonérations jusqu'à 3 SMIC au lieu des recommandations de 2,5 SMIC et contre 3,5 aujourd'hui, en particulier avec le souci de préserver l'emploi industriel. Et toujours, à la différence de ce rapport, nous procédons en 2 ans pour laisser le temps aux entreprises de s'adapter et de rester vigilants sur les éventuels effets de bord. J'en profite également pour signaler devant vous que le pouvoir d'achat des travailleurs n'est pas qu'une question de texte budgétaire. Il demandera aussi un travail sur les minima conventionnels, le tassement des grilles salariales, les classifications professionnelles. Je vais convoquer très prochainement les branches qui, de manière structurelle, tardent à négocier, en recevant moi-même une dizaine de branches sur cette question qui ne joue pas le jeu aujourd'hui. Il y a aussi le sujet du temps partiel qui concerne à 80% les femmes et sur lequel l'IGAS rendra bientôt un rapport qui sera présenté au Haut Conseil des rémunérations et dont j'aimerais que les partenaires sociaux puissent aussi se saisir, en même temps que les débats parlementaires. Et donc le troisième axe, c'est la responsabilité budgétaire et la participation à l'effort collectif pour la pérennité de notre modèle social. Je veux d'abord parler des retraites. Dans le PLFSS, elle se traduit principalement par la proposition du gouvernement, comme vous le savez, de revaloriser les pensions au 1er juillet au lieu du 1er janvier, comme cela s'est fait par le passé. Je sais que cette proposition va faire l'objet d'un intense débat parlementaire et je serai à l'écoute de toutes les propositions en appelant chacun à regarder les faits et les chiffres et les économies souhaitées. Je veux simplement signaler pourquoi nous avons proposé cette piste. Nous partageons tous ici l'objectif de garantir la soutenabilité et la pérennité de notre régime de retraite par répartition. Et la dégradation de la situation économique appelle des mesures qui produisent leur effet à court terme, tout en gardant un esprit de solidarité et de justice, à la fois intragénérationnel, mais aussi intergénérationnel. Le gouvernement propose donc de reporter de 6 mois cette revalorisation, alors que le rythme de l'inflation revient en dessous de la barre des 2%. Et ce différé de revalorisation permet à court terme de demander à des retraités d'aujourd'hui une contribution, la première, à la maîtrise des comptes publics sans engager l'avenir. Cette mesure ne remet pas en cause, je le dis encore une fois, l'indexation des retraites sur l'inflation. Et les retraités les plus modestes, celles et ceux qui bénéficient du minimum vieillesse ou de l'allocation veuvage, ne sont pas concernés. Ces prestations seront bien revalorisées au 1er janvier. Il y a également, toujours au chapitre des retraites, la CNRACL sur le registre des cotisations. Garantir la soutenabilité du système de retraite oblige aussi à regarder en face la situation de certains régimes déficitaires. C'est le cas des fonctionnaires territoriaux qui souffrent d'une démographie défavorable, moins de cotisants pour plus de pensionnés. Nous y répondons en procédant à une augmentation progressive des cotisations employeurs. Et nous avons fait le choix de hausse graduelle plutôt que du choc préconisé par les inspections dès 2025. D'autres mesures, notamment sur les retraites agricoles, parce que 2025 sera aussi l'occasion de mettre en œuvre plusieurs réformes en faveur de l'amélioration des retraites des travailleurs indépendants grâce à une nouvelle assiette de calcul des contributions sociales qui améliore les droits à la retraite complémentaires des non-salariés libéraux, indépendants et agriculteurs. En matière agricole, ce PLFSS contient plusieurs mesures significatives comme la pérennisation de la hausse des cotisations patronales sur le travail saisonnier et la hausse des exonérations de cotisations au moment de l'installation, qui étaient des choses demandées aussi par la profession. Nous mettrons en œuvre, un point important aussi, la convergence du mode de calcul des retraites des agriculteurs sur le régime général. Cette convergence des modes de calcul va se traduire par le fait que le calcul des retraites agricoles sera calculé sur les 25 meilleures années, comme pour le régime général, et l'alignement du minimum des pensions des agriculteurs, qui est actuellement de 1 073 € bruts par mois, vers le minimum de pension du régime général de 1 367 € bruts par mois, et ce, dès 2025.
Il s'agit d'une mesure de justice sociale qui permet de tenir compte des variations importantes des revenus agricoles au cours des mauvaises années pour lisser sur les 25 dernières années, les 25 meilleures années. Et donc, le nouveau calcul sera applicable dès le 1er janvier 2026 et pleinement opérationnel en 2028 en raison de discussions que nous avons avec la MSA. Et je pense que c'est aussi quelque chose que nous devrons voir. Mais en tout cas, grâce à cette réforme, entre 35 et 45% des assurés agriculteurs seraient gagnants et 50 à 60% d'entre eux ne verraient pas de changement significatif. Enfin, il y a un autre sujet qui est celui des indemnités journalières. Il est aussi question de cette problématique dans le PFSS, dans la branche maladie. Ma collègue l'a signalé. Les indemnités journalières sont passées de 8 milliards en 2017 à 17 milliards par an en 2024. Cette croissance doit tous nous interroger sur ses motifs et ses sous-jacents. Le PLFSS est donc construit à partir d'une mesure d'économie sur les indemnités journalières qui sera mise en œuvre par voie réglementaire. Je suis bien consciente que cette mesure est d'ordre paramétrique parce qu'elle transfère le coût à l'employeur avec le risque de polariser plus encore le monde du travail entre les salariés couverts par les conventions collectives et ceux qui ne le sont pas. Et je sais que ce sujet est cher pour un certain nombre d'entre vous. Voilà. Et donc, plus largement, elle appelle donc à se pencher avec les partenaires sociaux, les fédérations professionnelles, les parlementaires que vous êtes, sur le système même des indemnités journalières, ainsi que les sous-jacents et les tendances de fond pour trouver le juste équilibre entre responsabilité individuelle, responsabilité de l'entreprise, solidarité nationale, et en regardant avec attention les sujets d'absentéisme, de santé au travail, d'organisation et de conditions de travail. Enfin, ATMP. L'examen du PLFSS permet aussi d'adopter des mesures normatives importantes. Je pense à l'article 24 de ce texte. Cet article permet la bonne retranscription dans la loi de l'accord national interprofessionnel du 15 mai 2023 et qui a été précisé en juin 2024. Je sais qu'un certain nombre de parlementaires ici y étaient très attentifs. Cet accord unanime répond à un enjeu fondamental, constitutif du droit du travail, l'indemnisation, la juste indemnisation des accidents du travail pour couvrir l'ensemble du préjudice, le préjudice professionnel et le préjudice personnel. Donc voilà un aperçu des choix que nous voulons faire pour 2025. Vous l'aurez compris, ils s'inscrivent aussi dans des chantiers pluriannuels, plus larges, dont nous aurons l'occasion de reparler lors de la discussion parlementaire qui commence aujourd'hui. Je vous remercie. Madame la ministre, merci beaucoup. Je vais maintenant